Bonjour Alex, Bonjour Greg, merci d'être venu répondre à mes questions. merci. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux gens qui nous suivent, qui ne te connaissent pas encore? Ok, bah, je m'appelle Alex David, je viens du Bélarus, je suis artiste, musicien, auteur-compositeur, chanteur, etc. Avec une carrière qui dure déjà depuis 22 ans à peu près. Alors pour commencer l'entretien, est-ce qu'on pourra revenir à ton enfance? Est-ce que tu peux nous expliquer comment la musique est entrée dans ta vie? Bah, ça est entré dans ma vie quand j'avais 3 ans et demi à peu près. Comment on dit, j'ai commencé à écouter de la musique grâce à mes parents, grâce à ma mamie. Et c'est là où j'ai connu quoi, j'ai entendu pour la première fois 3 chanteuses qui ont formé mon parcours artistique après, surtout quand j'étais enfant. Y compris Mireille Mathieu. C'est grâce à elle peut-être que j'ai commencé à apprendre le français et j'ai voulu apprendre le français à un moment donné. Il y avait aussi Alla Pugacheva, c'est la star numéro un soviétique et même aujourd'hui c'est l'artiste, je pense, la plus célèbre de l'ex-URSS et en Russie. C'est un artiste qui voyage à travers Où le elle est monde. actuellement plus en Russie parce que je pense que c'était prononcé contre la guerre, mais c'est justement c'est la star soviétique qu'on connaît partout, donc avec 300 millions d'albums vendus dans le monde entier. Et ça, c'est les chiffres, enfin officiels. Si on parle, disons, des disques qui étaient piratés, etc., je pense que ça. Et c'était de la musique plutôt C'était variété, pop, Oui, c'est rock. variété, mais elle a réuni beaucoup de, comment on dit, beaucoup de styles en fait. Ça de varié. Elle a fait du rock, elle a fait de la pop, elle a fait comment on dit, du folklore, de la musique traditionnelle, etc. Mais en fait, c'est un peu comme, je dirais, si on la compare à une artiste ou un artiste français, c'est plutôt Edith Piaf. Mhm. Edith Piaf Ouais, soviétique. elle a la même, Je dis même soviétique aura parce que c'était soviétique. encore l'URSS, parce que je Hmm. suis né en URSS. Et j'ai vécu un certain temps mon enfance, ma jeunesse, quand c'était encore l'Union soviétique, et c'était les artistes soviétiques qui m'ont formé à un moment donné. Et le troisième artiste? Bah, le troisième artiste, c'est une artiste soviétique aussi, c'est d'origine ukrainienne, c'est Sofia Rotaru. Mais après, quand je grandissais, c'est d'autres artistes qu'on entendait. On vivait au moment du mur de Berlin. Mhm. Et c'était, il y avait très peu de chansons qui perçaient, cette barrière entre l'Occident et les pays les républiques de l'URSS. Et après, c'était la mode aux artistes italiens. Je les ai écoutés, mais bon, il y en avait pas trop qui m'ont fasciné. Mhm. Et après, d'un seul coup, à l'âge de, je pense, de 12 ans, c'était 12 ans, 11 ans, j'ai entendu pour la première fois Modern Talking. Et c'était ma passion d'enfance. Alors, avant Modern Talking, est-ce que tu avais déjà commencé à jouer d'un instrument ou Oui, bah, c'est à l'âge de 7 ans. Je suis allé tout seul. Je me suis inscrit à l'école de musique, classe piano. Et après, je suis revenu à la maison. J'ai déclaré devant mes parents qu'il fallait payer 16 roubles par trimestre pour mes études dans l'école de musique. Et c'était une somme qui était quand même assez importante. Mais bon, ils ont accepté parce que comme ils voyaient toujours que j'avais beaucoup de passion envers la musique, envers le chant, etc. Mes parents, ils ont accepté ça sans hésitation. Et c'est à l'âge de 7 ans que j'ai commencé à faire du piano, du solfège, etc. Et je l'ai fait pendant 8 ans. et à quel moment tu as commencé à composer, écrire tes propres morceaux? 12 ans, je crois. J'ai gagné un petit concours dans l'école de musique, un concours de composition, et j'ai fait un truc, j'ai gagné un livre, c'était le prix. Alors, à quel moment aussi tu as senti que ça allait devenir ton métier, que tu voulais que ça devienne ton métier? Bah, la musique était toujours, comme on dit, ça faisait, je pense que, bah, je peux pas dire que c'était la partie prépondérante, mais c'était la partie très importante de ma vie à tous les moments de ma vie. Donc, quand j'avais 14 ans, j'ai formé mon premier groupe qui s'appelait Final. Je composais pour ce groupe-là, je chantais. Après, je suis entré à l'université linguistique pour faire de l'interprétariat et de la traduction.
Ouais, donc et la de musique, ça a marketing. pas forcément été l'objectif numéro un pour vivre. C'était plutôt non, c'était moi Pour j'avais exister. choisi cette profession parce qu'après bon c'était enfin le deuxième comment on dit la deuxième profession à part la traduction c'était le marketing, j'ai appris l'économie internationale mais la musique était toujours là, je chantais dans la chorale universitaire, on a fait même quelques tournées à l'étranger, on est allé en Allemagne, on est allé aux Pays-Bas, on a enregistré notre premier CD. J'ai participé dans cet enregistrement aux Pays-Bas, dans le studio comme on dit, du fameux Philips. Mais à un moment donné, j'ai pris la décision d'arrêter la chorale parce que ça a influencé sur mes capacités de chanter solo. Je voyais que ma voix devenait de plus en plus, comme on dit, incolorée. Et moi, j'aimerais je voulais toujours que ça reste, comme on dit, Ta voix, oui, voilà, que ça reste ma voix. ton empreinte Oui, qui est mon vraiment empreinte personnelle. personnelle, oui. Et alors, quand tu parles combien de langues aujourd'hui? Bah, je parle biélorusse, je parle russe, je parle français, je parle anglais. Et j'apprends l'italien un peu, mais c'est pour ne pas avoir, comme on dit, de troubles, enfin, après, en Faire de vieillissant. l'exercice Oui. pour la mémoire. Et du coup, voilà, quand tu as participé à ce premier groupe, les compositions, tu les composais en quelle langue? Dans mon pays, il y a deux langues officielles, qui sont le biélorusse et le russe. Et comme il y avait toujours cette influence de la Russie dans les républiques de l'URSS, et la langue russe était plutôt la langue principale Ah, partout, surtout en Biélorussie, c'était la politique du tsarisme de l'époque. Il essayait de déraciner toute sorte tout nationalisme, tout esprit national, etc. Et ça continuait après, pendant les temps soviétiques. C'est pour ça que les Biélorusses ont beaucoup souffert comment dire, de cette politique impérialiste un peu. Voilà. Donc donc, je du dirais coup, que c'est pour ça que c'était plutôt le russe. l'anglais? Le russe et l'anglais. Malgré le fait que comment dire, que c'était encore le moment où j'ai commencé à apprendre l'anglais à la deuxième année à l'université. Donc je faisais mes efforts en anglais, mais c'était un peu maladroit, je dirais. Tu as connu un grand succès donc en Biélorussie. C'est arrivé avec une chanson en particulier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette chanson? Non seulement en Biélorussie, mais ailleurs aussi. Il faut admettre le fait que c'était un succès. J'ai eu quand même un succès in- international, quoi. Mhm. Et oui, j'avais toujours fait de la musique. Après l'université, je faisais plusieurs métiers. Je travaillais un peu partout, dans la traduction, dans le marketing. Après, à partir de 2000, j'ai commencé à travailler à la radio. On m'a proposé un travail de, on dit de responsable de la programmation musicale à la radio. Cette radio est d'ailleurs, comment dire, a connu aussi un grand succès dans le pays. Ça s'appelle Radio Unistar. Ça existe toujours. J'espère que bon, ça va toujours bien avec eux. Et là, j'ai commencé je composais toujours, je faisais mes arrangements, j'avais toujours mon co-auteur avec qui on essayait de faire quelque chose. Et chaque fois, le concept n'était pas encore formé à 100%. Après, en 2002, euh, le Bélarus a commencé à parler de la participation dans l'Eurovision, dans le concours de la chanson Eurovision. Et moi, j'ai eu l'idée de me présenter à ce concours-là parce que c'était une compétition qui était très regardée même pendant les temps soviétiques. Et du coup, j'ai décidé de faire une chanson pour ce concours. On l'a faite. Elle s'appelle Behind the Destiny. Donc c'est une chanson en anglais. Mais après, quand comment dire, je me suis plongé un peu dans le sujet, dans tout ce qui était lié à l'Eurovision. Je me Les suis dit que conditions, les conditions, etc., etc. je me suis dit que c'était pas intéressant. Je voulais plus. Mais par contre, la chanson était là, c'était déjà produit. J'avais eu des retours des producteurs un peu, quelques producteurs qui sont connus non seulement en Biélorussie, mais plutôt ailleurs. Il y avait un Britannique, en Russe.
je me préparais à faire une deuxième chanson, mais l'histoire d'une collaboration, disons, avec mon équipe de l'époque, c'était mal, enfin, ça n'allait pas trop. Et j'ai mis cette chanson un peu dans mon tiroir. Je continuais toujours à travailler à la radio en tant que programmateur musical. Et après, à un moment donné, un de mes collègues à qui j'avais montré ce titre-là, il a dit que c'était génial. Il est parti, il a montré cette chanson à la directrice de la radio. Et celle-là a déclaré qu'il fallait absolument la mettre sur les ondes de la radio New Star. Une semaine après, c'était distribué à toutes les... Parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait entendu, qui était venu et qui avait demandé absolument de lui donner ces chansons pour distribuer. Une semaine après, c'était déjà presque sur toutes les... On l'entendait partout et je peux me tromper, je dis des fois 2 semaines après ou 3 semaines après, peu importe, mais c'était déjà dans le classement national. Après, ça a passé 10 semaines sur la première place, après 50, 51, 53, je me souviens plus, semaines dans le classement national. Est-ce que tu as une idée du nombre de disques? Parce qu'à l'époque, on vendait encore du disque. Bah non, il n'y avait pas de single chez nous. Il n'y avait pas de système de single, comme on dit, vendu. Donc il a fallu attendre la sortie d'un album. Bah, on a sorti en 2004, on a sorti un premier EP Mhm. qui a fait un carton. C'était une édition limitée. On l'a vendu en un clin d'œil. Et un an après, on a eu le premier album qui s'est classé le meilleur album pop, le meilleur album de l'année, le meilleur album des ventes, etc. Et du coup, c'est là où on a connu l'histoire vraiment du succès. Mais déjà, c'était l'histoire. Je n'étais pas tout seul. J'avais formé un duo qui s'appelait Atlantica. Et donc, il faut préciser que c'était pas Alex David. C'était Atlantica. Et c'était le duo Atlantica qui a fait le carton dans le pays, qui était appelé la sensation de l'année, la pop sensation, etc. Et voilà, c'est comme ça que que tout a commencé. Après, on a sorti 4 albums. Alors le projet d'Atlantica, il a duré combien de temps? Et selon toi, enfin, quels sont pour toi les moments les plus importants, peut-être sur scène, sur des plateaux de télévision du groupe? Bon, il y avait Les moments les de plus forts tout, que hein. tu as vécu? On a eu de tout, hein. C'est-à-dire, si on part des phases, Ça a duré combien de temps, là, donc, le projet? ça dure même aujourd'hui. Oui, J'ai c'est suspendu toujours l'activité en sortant, disons, on va parler peut-être de ce projet-là aussi, mais j'ai un peu suspendu on dit l'histoire d'Atlantica, mais je l'ai pas Oui, clôturé, quoi. jamais arrêté. Je l'ai pas arrêté. C'est une histoire qui reste, qui existe, je pense qui donnera encore, comme on dit, quelque chose un jour. Mais si on part, disons, du passé, ça a duré, tout a commencé le 11 décembre 2003. La première session, enfin, la première interview, on l'a donnée en avril, par exemple, 2004, et on l'a donnée avec, tu sais, avec mon collègue qui s'appelle Dimitri. On est resté en contact, on est amis. On s'est séparés, on a eu plein de, comment on dit, d'histoires, de scandales, etc. C'était Pour vendre des journaux. des catastrophes pour nos fans, voilà. Et oui, les médias, ça accrochait toujours. Il est tombé dessus toute histoire comment on dit, qui a apporté du bruit. Ouais. Et pour moi, c'était quelque chose qui était douloureux quand même. Voilà, artistiquement, quels ont été les moments les plus forts de Bah, le collaboration? premier album, la première chanson de l'année gagnée, on en a eu plusieurs, 17. La première parution à la
chaîne MTV Bélarus. À l'époque, ça existait, ça n'existe plus. Après, le premier voyage à l'étranger, je me souviens, on a chanté un peu partout. On a chanté aux Pays-Baltes, on a chanté en Azerbaïdjan, on a chanté en Russie, on a chanté en Pologne, bien sûr en Biélorussie, voilà, en France, avec Atlantica à l'époque même. Ça vous a permis de voyager. Oui, oui, le premier tube qui s'est classé dans Airplay Charts Europe, c'est-à-dire c'est dans les charts européens de radiodiffusion. Euh, C'était chargé, donc là on a fait un défilé avec déjà des CD, mais on me dit un- un créateur de mode, Valentin Udashkin. Donc on a participé dans son défilé de mode. Alors, les gens ne le savent pas, évidemment. En France, En je crois France, c'est que que tu as même ton parfum et un parfum. oui, non, pas un seul, il y en a C'est une plusieurs, gamme, hein. ouais. C'est une gamme de parfums qui sont toujours vendus en Biélorussie, sauf que je peux pas y aller. C'est- Atlantica, Mercury, the new fragrance for men by Dillis. Ah, qu'est-ce que tu retiens de toute cette période, humainement comme artistiquement? C'était intense. C'était toujours une sorte de découverte. Il y avait on inventait des choses des fois vraiment dingues et à la fois fantastiques. Le premier concert avec un groupe de musiciens, c'était fantastique. Le premier concert qu'on a répété, c'était surtout la phase des répétitions avec un orchestre philharmonique qui était enregistré à la télévision après, qui était diffusé comment dire, en prime time. C'était Expérience. incroyable. Voilà, moi je peux me souvenir de plein de moments. Shape and tape, curtains rising, curtains falling, nowhere to escape. So when I have no choice, comes your whispering voice with a tune of forgotten peace, making sense of my mess, peppermint angel's breath, putting my burden in mind at ease. It's like coming back home, home sweet home, home sweet home, where I'm not alone. It's like coming back home, home sweet home, home sweet home, where I'm not alone with my crying soul. Pour qu'on se rende compte un petit peu aussi du succès, que vous aviez à l'époque, quels sont les concerts où tu as pu rassembler le plus de spectateurs? Oh, il y en avait, c'était différent, mais je pense si on parle, disons, d'Atlantica, on chantait devant des milliers de personnes, 40 000 des fois, mais le nombre de personnes le plus grand, c'était pas un concert d'Atlantica, c'était un gala dans lequel on participait. C'était à peu près sur la place centrale de Minsk, je pense que c'était à peu près 250 000 personnes qui Ah oui. étaient rassemblées. Ça fait beaucoup de monde. Oui, c'était spécial, c'est vrai, parce que des fois, on sent comment on dit, cette énergie qui essaie de te balayer de scène, parce que c'était la fête nationale, c'était en 2005, et c'était vraiment une expérience très, comment on dit, Très intense. très intense, voilà. Ouais. Alors pour tous les Français qui te regardent, dont ton français impeccable, Ouf. on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici en France et en particulier ici en Normandie, au Havre? Il faut préciser que l'histoire comment on dit, de cette passion pour la Normandie et pour la France, ça avait commencé, je dis avait commencé. Avec Mireille Mathieu. Oui, parce que quand je suis allé à l'école, j'ai choisi le français comme la langue étrangère parce qu'il y avait l'option soit l'anglais, soit le français. J'ai choisi le français. Mes parents m'ont envoyé dans la classe où le français était la langue
étrangères. Après, je suis entré à l'université linguistique, comme j'ai dit, et c'était c'était le français et l'anglais, euh, l'interprétariat, comme on dit, en ces langues-là. Après, en 1994, je suis venu en France et j'ai fait mes études à l'Université catholique de l'Ouest, à la faculté. Ça s'appelait un institut de perfectionnement en langue vivante, quel- à Angers, Maine-et-Loire. D'accord. Et depuis ce moment-là, j'ai eu beaucoup d'amis, la famille dans laquelle j'étais logé, je restais. Pourtant, j'avais, comme on dit, une petite chambre dans la résidence d'étudiants. Et depuis ce moment-là, je suis toujours en contact avec ces gens, avec mes copains d'avant, etc. Mais en 2011, déjà avec mon co-auteur et mon collègue d'Atlantica de l'époque, Ivan Padrez, il est actuellement en Pologne. On avait bien, bon, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait touché le plafond Je du vais devoir- succès en Biélorussie plusieurs fois. Et on a commencé à se poser la question où on voudrait aller se développer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai proposé la France. Et là, on est venu à Paris. On est resté pendant 3 semaines à Paris. On cherchait un peu des contacts. On s'est mis en contact avec le chef de l'époque de Universal Music France. Mais on a fini par choisir une personne, un monsieur qui vient de Normandie. On a signé un petit contrat de distribution et comment on dit, de concert, comment on dit, ce qu'on dit de concert, quoi, de spectacle. Et on a participé, même si on parle de la Normandie, c'était ici, c'est là où j'ai découvert le Havre pour la première fois, et la Normandie en particulier. On a fait même les podiums couchois, on a chanté devant le public français, on a adoré, et c'est là que cette passion s'est renforcée encore. Alors, si on est ici aujourd'hui, c'est pour parler de ton nouveau projet, ton Oui, nouvel EP. Il y a des morceaux en français dessus. Est-ce que déjà, à l'époque, justement, ces premières attirances avec la France, est-ce qu'il y avait déjà eu oui. des textes écrits en Oui, français? oui, il y en avait pas beaucoup, mais la première chanson en français, c'était une version française de la chanson Alpha et Omega qui a cartonné chez moi. Et on a fait la version française. Après, on a eu pour l'album V qui était sorti en France et qui était en vente même ici, on a fait 3 chansons en français aussi. Il y avait Vendetta, Ici et Maintenant et La vie est belle. Fais ta vendetta, fais de la vendetta. Même si tu le vois dans une extrême piste, pas de marche arrière. C'est ta vendetta, fais ta vendetta. Même s'il te promet toujours une vie en or, votre amour est mort. Mais après, à un moment donné, on s'est séparé avec Evan. L'histoire de promotion en France, ça marchait pas trop. Ça boitait, quoi. Et en 2014, j'ai entrepris une sorte de pause artistique pendant 4 ans. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce que j'allais, comment dire, entreprendre. Je ne sentais pas trop mes idées d'avant, je ne comprenais pas quelle musique j'aimerais chanter, etc. En 2018, j'ai fait mon retour sur scène avec l'Orchestre Philharmonique. Pendant 2 ans, Atlantica a fonctionné avec ses concerts philharmoniques. Après la pandémie, après 2020, l'histoire C'est ce qui a poussé c'est ce qui m'a poussé ton départ. d'agir et d'entreprendre ce départ vers la France. En 2021, je suis parti, j'ai quitté mon pays. Comme j'avais été toujours très très proche avec la France, j'avais participé dans plein d'initiatives de l'ambassade de France en Biélorussie. Et donc là, j'ai déposé ma demande de titre de séjour qui s'appelle Passeport Talent et la France m'a accordé ce titre-là, déjà prolongé. Et je suis venu en France pour faire un projet artistique avec une équipe, d'ailleurs des Français. Et voilà, donc là, je suis ici depuis 2022
On a enregistré un album avec la participation des artistes français comme par exemple André Amparzumian, Patrick Amparzumian, ce sont des Eric Gallia, ce sont Des des artistes connus. artistes très connus qui ont travaillé avec Michel Sardou, avec Florent Pagny, Céline Dion, etc. Et on a enregistré ensemble cet album avec leur supervision très précieuse pour moi Alors, en Provence. parlons de cet album. Il y a combien de morceaux, combien de titres? Il y en a, si on prend les deux versions anglophones de certains titres, il y en a 12, je pense, si je me trompe pas. Est-ce qu'il a un nom, cet album? Oui, je peux l'annoncer. Parce qu'au départ, on avait parlé, et même avant cette interview, on avait évoqué le nom d'Avant. J'avais pensé à un nom qui était Beau Mistral, et j'avais même annoncé ce nom un peu sur mes réseaux sociaux, mais Il est même présent j'ai- sur le PK qu'on a fait ensemble. oui, mais j'ai changé d'avis quand même. Et là, actuellement, je peux déjà déclarer, et là, comme on dit, cette interview, c'est la première fois que je déclare devant tout le monde le nom de l'album francophone d'Alex David et compagnie. Le projet s'appelle Alex David et compagnie. Et le nom de l'album, c'est Impressionnisme. Alors, les 12 sont en français ou il y en a en anglais, voire en biélorusse? 10, non. C'est un album francophone avec deux titres, comme j'ai dit, en anglais. Mhm. C'est juste parce que tu sais, je suis très, très, très critique, trop critique envers tout ce que je fais, surtout envers tout ce qui concerne les paroles. Mhm. Parce que la musique, ça va. Bon, Je vais y venir à ça, justement, les paroles. Alors, il y a plein de petites questions qui me viennent autour de ça. Quand tu composes une chanson, est-ce que c'est d'abord le titre, enfin le texte qui arrive avant la chanson, ou c'est la chanson qui arrive avant les textes? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que les mots arrivent aujourd'hui en français en premier ou en anglais? Comment tu fais ces choix? Tout dépend, hein. Tout dépend parce que je dirais plutôt que, d'abord plutôt, normalement c'est après 2h30 du matin que les idées me viennent. Mhm. Donc là, c'est quand je suis un peu fatigué du train-train, Ouais. toujours. Puis le cerveau est moins Le cerveau est moins concentré sur des idées précises. Mhm. Là, c'est le moment de révélation qui est né. Mais normalement, des fois, ce sont des bouts des phrases musicales qui peuvent arriver. Des fois, ce sont des hooklines, des accroches verbales qui peuvent apparaître. Des fois, c'est l'ensemble. Ça peut être, comme on dit, une mélodie avec cette accroche, avec quelques phrases. J'aime bien quand ça reste dans la tête des gens. Quand c'est quelque chose qui se retient facilement. Tu as parlé des frères en Pardubian, par exemple. Oui. Est-ce que tu as des gens, effectivement, qui t'accompagnent sur Oui. l'écriture en français, en tout cas? Oui, j'ai un ami. Depuis mes études en France, c'est mon ami. C'est un des amis les plus, comment on dit, les plus les plus proches, quoi. Il s'appelle Antoine Beckman. Il n'est pas du tout dans l'art, il n'est pas du tout dans la musique, mais c'est quelqu'un qui a un sens particulier et très spécial de la lettre, comment on dit, de la littérature, de la poésie. Quand je lui envoie un morceau pour qu'il me dise, un texte, qu'il me dise son avis, et il me dit ah non, ça va pas du tout, ça va clocher. Surtout lui, il m'avait envoyé plusieurs fois ses créations et il écrit aussi. D'accord. Pas d'une manière régulière, mais c'est quelqu'un qui se met des fois en poésie et qui fait des créations. Après, André, donc là, lui, je fais confiance aussi. Après, il y a Eric Gallia, qui est non seulement mon ingénieur de son, avec qui j'avais un grand plaisir de travailler sur cet album-là en Provence, à côté de Nîmes, dans un village qui s'appelle Vézénobres. C'est fantastique, c'est tellement... C'est très... c'est très historique, c'est très pittoresque, ça a un esprit. Tu sais, quand tu viens dans un endroit et des fois, tu peux ressentir l'esprit de cet endroit. Et à Vézénobres, on ressentait un peu cet esprit médiéval, mais très, 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 tu sais, comme des ménestrels, et Alors,
justement, enfin, tu me parles là un peu du décor. Mm. Qu'est-ce qui, toi, t'inspire dans les chansons au niveau des textes, hein, Tout, la toi, nature, la je dirais beauté, la nature. l'amour envers... peu importe si jamais il s'agit d'un amour envers une femme ou envers un ami ou envers l'humanité en général ou envers un animal, envers une fleur, envers tout. C'est l'amour qui m'inspire. L'amour et tout ce qui est lié avec. Mm. C'est parce que tu sais, surtout quand t'es comme l'album, comme j'ai évoqué le nom déjà de l'album qui s'appelle l'impressionnisme. Donc, si on parle de la Normandie et si on parle, disons, de la Provence, ce sont des coins de France qui sont très, très pittoresques. Toute la France est pittoresque. Toute la France c'est très, très, c'est Oui, fantastique au niveau chaque des région paysages, a son des, identité voilà. bien. Mais la côte normande, pour moi, la côte d'Albâtre, c'est là où j'ai ressenti, parce que j'avais appelé le projet Atlantica. J'étais allé en Bretagne quand je faisais mes études, mais jamais comme on dit ici au Havre ou à Fécamp ou à Dieppe. Et c'est grâce à cette connaissance de la Normandie, surtout de la Haute-Normandie, que j'ai enfin des fins compris la force de l'océan Atlantique, la force de la nature, la force de l'eau comme élément, quoi. Et j'ai essayé de mettre ces idées dans la musique de l'album Impressionnisme. On l'a composé, donc il faut pas oublier quand même, bon, on travaille plus, on s'est séparés définitivement, mais il faut évoquer le nom de la deuxième personne avec qui j'ai créé cet album. C'est Roman Arbund. Donc avec lui, on a fait un travail on dit en composant, en faisant des arrangements. C'est lui qui gérait les arrangements avec toute l'équipe, mais c'est quelque chose qui... on a réussi à intégrer cet esprit d'impressionnisme, impressionniste dans cette musique, je pense. Bon, on peut discuter, on peut critiquer, on peut aimer ou pas aimer, mais il y a ceux qui disent que c'est fantastique, il y a ceux qui disent que bon, il y a quelque chose qui cloche, il y a ceux qui disent que ouais, c'est génial, mais il y a... c'est un peu... oui, c'est néo-chanson, c'est la chanson française. On avait voulu un album dans le style de la chanson française traditionnelle, en quelque sorte. Bon, on entend, si on part, disons, de la chanson française, qu'est-ce qu'on sous-entend? Édith Piaf, oui. Sheila, oui. Si on part, disons, de Jodassin, oui. Patricia Cass, peu importe. Tout artiste français a contribué à la chanson française. Et moi, j'aimerais aussi contribuer à la chanson française. J'ai beaucoup de projets, bien sûr, et j'aimerais promouvoir, ça c'est le but d'ailleurs, de promouvoir la langue française à travers le monde avec mon exemple personnel. Je ne suis pas français, je ne suis pas français de souche, mais je suis français de cerveau, d'esprit. Et j'aimerais, on dit, passer cette idée, cet amour envers d'autres personnes. Tu nous as présenté l'équipe française qui travaille avec toi. Est-ce que sur le projet d'Atlantica, c'est quelque chose complètement extérieur, enfin, ils sont complètement extérieurs de ce projet-là, l'équipe qui t'entourait avant ou... Non, il y a quand même, il y a toujours ces gens-là qui m'avaient beaucoup aidé pendant les années d'Atlantica d'avant. Et je reste en contact avec eux. J'ai toujours besoin de leurs avis et de leurs contributions également. Ils m'ont beaucoup aidé. Des fois avec leurs critiques, des fois avec leurs idées musicales, des fois avec je sais pas, leurs contributions plutôt visuelles des fois, parce que on a besoin des fois des sessions de photos, bien sûr, on fait tout maintenant en France. Il faut pas oublier que je suis actuellement au Havre et ça, c'est vraiment à souligner que travailler avec le Boulevard des Artistes, cette association havraise qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide. Là, je veux pas, comment on dit, sous-estimer le travail avec tous ces gens qui se sont tournés vers moi d'une manière vraiment très ouverte. Tant de pertes toute la vie en a l'air, je n'en peux plus. J'ai un vaincu
le souci aujourd'hui, il est de faire vivre ce projet-là sur scène. Heu, quelle quelle est quelle est ton envie, pour ce projet, par rapport à la scène? Je suis pas quelqu'un qui est très, très modeste dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui va dire: «Ah non, non, je veux chanter cette, musique devant voilà». Non, je veux que cette musique soit entendue partout en France, dans le monde francophone et non seulement, partout. Je ferai mon mieux pour, promouvoir cet album et cette musique et non seulement cette musique, mais aussi, enfin toute musique que je ferai en français ou en anglais pour que les gens, entendent, La découvre, la découvrent. donc ça peut être sur des festivals, ça peut être, Bien sûr, sur des concerts, des festivals, des plateaux, des machins, parce que dans ma vie, j'en ai eu plein. Je sais pas, des centaines de plateaux de télévision, des centaines de, comment on dit, des concerts, mais tout plateau, tout concert, tout gala, ça compte. Ça compte parce que ça crée l'artiste. Mmh. Bon, c'est vrai que à un moment donné, j'ai eu une sensation que j'avais absolument perdu ma personnalité. J'avais eu des périodes très difficiles parce que, par exemple, cette année, c'est que maintenant que je reviens à la normale, à moi-même, parce que en 2022, j'ai perdu mon père. En attendant mon titre de séjour restant en France, j'ai pas pu y aller. Donc je suis revenu comment on dit, au Bélarus 2 semaines après comment on dit, la mort de papa. Et enfin, janvier dernier, j'ai perdu ma mère et j'ai pas pu y aller non plus. Alors justement, enfin, ça me permet de faire un petit pont entre un projet que tu as fait récemment, qui t'a fait un bien, assez particulier sur cette période particulière. Si tu as rencontré l'association Stop Galère Oui. et vous avez pu, faire un projet, vous avez pu présenter à la Forge à est-ce que tu peux nous en parler aussi de ce Ah oui, projet? oui, 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 c'était pour moi, Du c'était bien que ça t'a fait aussi, oui, c'est parce que moi, j'avais même en Biélorussie, j'avais toujours, essayé de participer dans des initiatives, bénévoles, quoi. Je chantais devant des enfants, handicapés, devant des enfants atteints de cancer, dans des hospices et cetera. C'était vraiment une expérience très difficile, mais très nécessaire, quoi. Et quand, en France, on m'a proposé comment on dit? Cette participation dans le projet, dédié à la semaine nationale ou internationale de la santé mentale avec l'association, Stop Galère Oui. et la dirigeante Aurélie. Folio, oui, qu'on a reçu, il y a Oui. très longtemps. Et donc là, j'ai dit immédiatement oui, parce que ce sont des choses qui sont primordiales même pour des artistes qui ont connu, un succès, enfin important, quoi. Et je regrette aucune, pas même minute, seconde de cette collaboration et je compte sur, comment on dit? Sur la suite, Oui, sur c'est une suite. qu'il y a un nouveau concert Parce pour l'année que, prochaine. on s'est préparé, on a fait je voyais les yeux briller quand on faisait les exercices, par exemple, de réchauffement. Parce que moi, j'avais Est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu le concept des ateliers et du concert? parce que moi, comme on dit, dans la vie, non seulement j'ai fait de la musique, j'ai fait de la compo, comme on dit, de la prod, etc. J'ai chanté sur scène, mais en même temps, je suis coach vocal. J'ai produit beaucoup d'artistes, non seulement Atlantica, mais d'autres artistes au Bélarus. Et j'ai fait plein de chansons, je les ai produits, ces artistes-là, dès le zéro jusqu'à un succès. C'est-à-dire, j'ai essayé de réunir ces éléments pour, on dit, apprendre ces gens à chanter comme on dit, d'une manière plus professionnelle. Et je dois dire qu'il y avait, c'était presque réussi à 100%. Je voyais déjà le changement professionnel chez eux. C'est-à-dire, on arrivait, une première heure, comme on dit, on se préparait vocalement, on réchauffait les cordes vocales, on faisait des exercices comme on dit, de stabilisation vocale, etc. Après, on élargissait le diapason comment on dit, des notes, quoi. Et après, on préparait nos 4 titres qu'on chantait ensemble. C'était, Philosophie. Ma philosophie d'Amel Bent, c'était Je ne regrette rien d'Edith Piaf, c'était Résiste de France Gall Serge Lama. et Je suis malade de Serge Lama. Et c'était vraiment un défi parce que, tu vois,
Les chansons, c'était pas les chansons les plus faciles, hein. Ce sont pas les chansons les plus faciles, même pour des pros. Et ces gens-là, ils ont réussi. Et cette énergie qui régnait sur scène pendant la prestation, pendant comment on dit, comment on dit, la prestation scénique, c'était quelque chose de fantastique. Ça m'envoûtait, comment on dit, ça me, pour moi, c'était un stress, mais c'était un stress très positif. Je les voyais devenir vraiment artistes. Et on les voyait artistes. Ils sont artistes. On s'est vu il n'y a pas longtemps et c'est vrai que j'ai toujours hâte de les revoir Mm. et de refaire et comment on dit, de retravailler. Et peut-être même si ça, Il devait se renouveler. oui, Tu repars. Ça. parce que je sais que le travail qu'Aurélie fait, c'est un travail très très nécessaire, très très important, très Pour la confiance en pour la soi. confiance en soi. Je Et- vois cette confiance devenir de plus en plus forte. Et le plaisir, la notion de Et le plaisir. plaisir. Lever la tête, pomper le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là, ce qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, si l'on fait, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, si l'autre j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Alors, on a touché un petit peu à la fin de l'entretien. Peut-être pour la résumer, deux choses abordées dans l'entretien, c'est que bon, je pense que les gens ont bien compris que tu es ouvert, bien entendu, à toute opportunité d'aller chanter Oui. tes morceaux sur scène, que ce soit dans des festivals ou ailleurs. Alors, là, tu le dis qu'à demi-mot, mais tu peux aussi donner des cours de chant. Oui, comment dire, je suis quelqu'un qui, comment dire, qui peut apprendre à chanter. Mhm. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui bon, là, qui a des procédés, des méthodes, etc. Et voilà. Donc là, je suis un coach vocal. J'ose Ah. pas dire que je suis. Ah, ta tassiture, justement, je voulais te demander ta tassiture vocale. Oh là, je chante, je suis plutôt baryton, mais je monte jusqu'à des ténors, voilà, assez aigus. Je suis quelqu'un bon, je peux chanter un peu de tout, hein. Donc là, si les gens sont intéressés pour des cours, ils Oui, peuvent nous contacter. Ouais, ils peuvent me contacter Via- via Boulevard des des artistes. artistes. J'aimerais, on me dit, j'aimerais dire un grand merci encore une fois au Boulevard des Ouais, artistes. parce qu'en fait, tu peux enseigner l'apprentissage du chant, mais aussi, aussi Je peux composer pour d'autres. tu peux composer, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que tu peux aussi donner des cours sur ton expérience, ta carrière. Oui, c'est parce que c'est un ensemble de, comment on dit, de connaissances dont je possède, quoi. Mm. Je peux non seulement chanter, parce que chanter, c'est un tout petit élément d'une carrière artistique. Parce que la carrière, c'est le contrôle de la scène, de toute la scène, de la salle, du public, Son de image. l'image, comment il faut se comporter devant des caméras, comment il faut regarder les gens, comment il faut se détacher de comment on dit, de tout stress, etc. Il faut admettre le fait que 20 ans de carrière professionnelle, internationale, on va dire, j'ose dire, ça compte. Et si jamais ça peut permettre à quelqu'un de... Oui, c'est précieux. C'est précieux pour quelqu'un, je vous invite à nous Il y a contacter. quelques raccourcis à Je cherche aussi... gagner en te côtoyant et voilà. en travaillant avec toi. Je suis quelqu'un qui peut également animer vos soirées. Donc là, tu sais, comme je me souviens toujours de cette phrase que Amy Winehouse a dit un jour. Je peux chanter à vos funérailles, à vos anniversaires, à vos mariages, partout. Donc- Ah, justement, c'est pour finir l'entretien. La dernière question que j'avais, et c'est un autre sujet qui peut te prendre un peu de temps aussi, mais voilà, avec tous ces projets-là, tu arrives à trouver un peu de temps aussi pour faire
de la reprise, faire des reprises avec, avec un artiste à vrai. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Et c'est Oui, pareil, parce que bon, là, il faut quand même faire découvrir ma musique d'une manière assez, comment dire, ouais, doucement, doucement, voilà, progressif, progressivement. voilà. C'est à cause de ça que je fais même les chansons, des reprises, enfin des grands standards français, comme par exemple l'hymne à l'amour ou Je suis malade ou Salut de Jeu Dassin ou Et si tu n'existais pas, etc. Donc il y en a plein. Ce sont des chansons des années 70, 80, 90, 2000, etc. Je peux chanter un peu de tout. Et ce programme, ça réunit plusieurs éléments. Les Havrais ont eu la chance, pour ceux qui étaient là, de t'entendre à la fête de la musique, notamment, Non seulement. sur des reprises, comme tu le dis. Et de- j'ai un de artiste avec standards en français. pianiste, un très très bon pianiste, un grand pianiste qui vient du coin et qui s'appelle Maxime Dubois, qui a un niveau professionnel et artistique très très fort. Il faut pas oublier que j'avais travaillé avec de très très bons musiciens qui même participaient dans l'équipe de Madonna à l'époque. Et voir quelqu'un qui a un niveau qui peut être comparé à, disons, comme on dit, mon équipe d'avant, ça, c'est incroyable. Et Maxime Dubois, c'est un de ceux qui m'ont impressionné. Alors, pour finir cet entretien sur de la musique, on a la possibilité donc de proposer aux gens qui nous écoutent d'écouter un des morceaux interprétés pendant le concert de La Forge. Est-ce que tu peux nous donner le titre que nous allons écouter? Ouf. Oh, je me demande. Bah, je proposerais peut-être Papillon. Surtout, ce sera un nouveau single qui va sortir. Papillon. Et un titre en français en plus. Oui, c'est un titre en français. Le jour blême éteint les étoiles dans l'empire des souffles fatals. On en vient à ne plus rien se dire, jeté sur les rives des maudits souvenirs. La douleur apaise les caresses. Tiendras-tu le coup de la tendresse? La nuit où les rêves si désenvolent se noient dans le silence de la parole. La raison ne résonne dans les cœurs égarés qui se taisent, qui restent muets. On sait pas pourquoi, on ne sait comment. L'amour s'en va vite en nous laissant dévastés, troublés comme des mouches épinglées, comme des mouches épinglées, comme des papillons brûlés. Veut-on voir la réalité ou se faire encore des idées, élever des prières à des dieux païens, répéter des mantras qui ne changent rien? La lune s'allume pour tout réduire ensemble. Les réponses deviennent évidentes. On ne sait pas pourquoi, on ne sait comment. L'amour s'en va vite en nous laissant dévastés, troublés comme des mouches épinglées, comme des mouches épinglées, comme des papillons brûlés. Le jour blême éteint les étoiles dans l'empire des souffles fatals.
sait pas pourquoi, on ne sait comment. L'amour s'en va vite en nous laissant dévastés, troublés comme des mouches épinglées, comme des mouches épinglées, comme des papillons brûlés, comme des papillons brûlés. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci Greg. Bonne chance pour la suite. Merci à tous d'ailleurs. La suite pour le projet de Merci. Alex David. Alex David et compagnie. Voilà, merci. Et beaucoup. peut-être Atlantica. Merci. Merci, à bientôt. Bientôt.